Bonjour à tous, bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau dossier sur Vivo Vojo Dynamica et je suis très enthousiaste à l'idée d'accueillir un nouvel auteur dans l'équipe Dynamica, le docteur Florence Pousset. Bonsoir Florence. Bonjour Mathilde. Je suis ravie de te retrouver Florence aujourd'hui et nous allons aborder le sujet de l'énergie vitale. Donc nous vous proposons un nouveau format aujourd'hui pour varier des plaisirs et pour créer un échange et une interaction nouvelle. Donc Florence, je te présente auprès de nos abonnés. Tu es docteur en neurosciences, tu es auteure, conférencière, tu es formatrice de l'Institut des sciences de l'éveil et de l'être. Tu accompagnes également des personnes en individuel et en groupe. Et par ton profil scientifique, tu allies, au travers des sujets que tu abordes, la science et la spiritualité, la science et la tradition, le rationnel, l'irrationnel, le visible, l'invisible. Oui, je fais le lien entre tous ces domaines-là. Je suis au centre, j'ai la capacité à pouvoir rendre des informations complexes issues du domaine scientifique et médical et de les rendre accessibles au plus grand nombre. Moi, c'est formidable. On a hâte de plonger dans tous ces dossiers avec toi. Donc, on peut démarrer le thème d'aujourd'hui sur l'énergie vitale. Alors, pour démarrer, Florence, est-ce que tu pourrais nous expliquer le concept de l'énergie ? Alors l'énergie, c'est la vie, c'est ce qui anime tout être vivant, que ce soit l'humain, l'animal, le végétal, certains diraient même les pierres, mais c'est un autre domaine. L'énergie, ça vient du grec du mot énergéia, qui signifie action, mouvement. Donc l'énergie, c'est partout, et c'est par définition, c'est ce qui met tout en mouvement dans la vie, dans l'univers, sur la Terre. Mais l'énergie, c'est incompressible, c'est-à-dire qu'elle ne disparaît pas. Dès que nous sommes en interaction avec d'autres humains, avec des animaux, avec des végétaux, il y a toujours un échange d'énergie, un transfert d'énergie, et c'est ce qui relie tous les phénomènes entre eux. Nous sommes assises toutes les deux sur une chaise, on a l'impression qu'entre nous, il y a du vide, mais en fait, il y a de l'énergie. Et cette énergie, eh bien, elle s'échange entre nous. L'énergie, qu'est-ce que c'est ? L'énergie, c'est aussi un support d'information. C'est-à-dire que l'énergie, seule, elle est en mouvement. On l'a dit, il faut que ça bouge tout le temps, mais lorsqu'elle est seule, cette énergie, c'est chaos. Si nous prenons l'information, on voit bien que si elle n'a pas un support, cette information, eh bien, elle ne peut pas être délivrée quelque part. Donc, lorsque l'on va combiner l'énergie et l'information, eh bien, l'énergie va porter cette information quelque part et la combinaison des deux va créer la matière. Donc, l'équation idéale, c'est l'énergie plus l'information crée la matière. Donc, nous sommes énergie, nous sommes aussi information et notre corps, c'est énergie et information. Donc, l'énergie, c'est une force vitale d'information. Le concept d'énergie, ce sont des vibrations, des fréquences qui, en général, sont incohérentes lorsqu'elles sont dans l'univers. On appelle ça le chaos, mais ce sont des énergies extrêmement puissantes. Mais comme je le disais, l'énergie seule, elle est juste énergie. Lorsqu'on l'associe au concept d'information, l'information, c'est de l'information. On va délivrer une information à quelqu'un. Mais si elle n'a pas de support, elle va nulle part, cette information. C'est exactement ce qui se passe lorsqu'on a des ordinateurs. Si on n'a pas l'ordinateur pour écrire nos informations, l'information, on ne peut pas la délivrer. Lorsque vous allez combiner l'énergie et l'information, eh bien, nous allons pouvoir créer et informer la matière. Donc, nous avons un flux d'énergie. L'énergie, rappelez-vous, c'est mouvement. Nous avons un flux d'informations et la combinaison des deux va s'organiser pour créer la matière. Et la matière est quelque chose de très organisé. Et nous verrons tout à l'heure que lorsque la matière est désorganisée, lorsque l'énergie circule mal, nous verrons tout à l'heure ce que ça peut avoir comme effet chez l'être humain. Donc en science, l'énergie est définie comme une force qui favorise et soutient la vie. Alors ce concept d'énergie en Occident est connu et étudié depuis la nuit des temps. Ça a commencé en Grèce antique où on définissait l'énergie comme les humeurs. Et puis un peu plus près de nous, nous avons Antoine Mesmer qui est on va dire le fondateur ou le créateur de l'hypnose, parlait déjà du magnétisme chez les animaux.
Et puis, avec des philosophes comme Bergson ou Freud, est venu le concept d'élan vital, d'énergie vitale ou d'énergie sexuelle, de la libido, comme le disait Freud, qui est l'énergie, comme le disent les traditions, qui est la plus puissante. Mais ceux qui ont vraiment apporté des notions extrêmement importantes et qui ont énormément étudié ce concept, ce sont les Russes, avec Gurevitch et Fritz Popp. Alors Gurevitch a défini l'énergie comme un champ morphogénétique, qui est un champ d'information, mais il a défini aussi cette énergie comme de la lumière. Et tout être vivant émet de la lumière, et la lumière c'est de l'énergie, et l'énergie c'est de l'information. Et Fritz Popp a vraiment mis en évidence cette notion d'énergie chez le vivant. Il a commencé par les végétaux et ensuite par l'humain. Aujourd'hui, c'est essentiellement étudié en Russie, ils sont vraiment très, très en avance sur ces concepts-là, et ils ont émis la notion de biophoton, l'énergie émise par le vivant. Donc ça commence à être étudié en Occident, on commence à l'appréhender, mais essentiellement pour l'instant en Russie. Je dois dire que les Russes sont vraiment très avancés au niveau de l'ouverture de conscience. Alors ce concept d'énergie est étudié en Occident, mais de façon assez matérialiste. La science parle de l'énergie mécanique, de l'énergie électromagnétique, parle du nucléaire, de la chimie, on parle de biophysique. Mais ça reste la définition et l'application de cette énergie pour notre monde matériel, pour créer des outils qui vont améliorer notre quotidien ou pour pouvoir étudier l'environnement. Lorsqu'on commence à étudier cette énergie en ce qui concerne l'être humain, eh bien, ce n'est plus étudié dans des universités, on va dire, gouvernementales, mais davantage dans des instituts privés, parce que lorsque l'énergie est étudiée dans le cadre de l'être humain, on commence à changer de dimension. Donc c'est étudié dans des instituts privés, en particulier aux États-Unis, où on a l'Institut des sciences noétiques, nous avons le HeartMath Institute, nous avons l'Institut de l'énergie future, où ils étudient l'être humain, mais avec un autre œil, une autre façon de le voir. Mais ce n'est pas étudié dans nos universités. Parce que ce concept de l'énergie est assez révolutionnaire lorsque ça touche l'être humain. Alors, en Occident, on n'est pas trop habitué à ce concept. Là où il est bien connu, c'est en Orient. Oui. Vous savez qu'en Orient, l'énergie, ça a été étudié dans les traditions, de toutes les traditions asiatiques. En médecine traditionnelle chinoise, on va parler du qi, on va parler des méridiens d'acupuncture, et ce sont des médecines qui sont ancestrales. En Inde, par exemple, on va parler à travers la médecine ayurvédique des chakras, de l'aura, qui sont une conception énergétique de l'être humain. Vous voyez que dans ces traditions anciennes en Orient, ce sont des concepts qui datent de millénaires, et les personnes sont soignées comme ça. Donc ils ne se posent pas la question de savoir ce que c'est que l'énergie, comment ça marche, parce que ça fait partie intrinsèque, on va dire même de leur gène. Alors qu'en Occident, lorsqu'on parle de l'énergie, tant que ce n'est pas démontré par la science, eh bien, ça n'a pas de valeur. Et c'est là où, pendant un certain nombre de siècles, je vais dire, l'Orient et l'Occident se sont opposés, parce qu'en Orient, tout est basé sur l'intuition, sur l'expérience, et si ça marche, c'est super. En Occident, l'énergie, tant que ce n'est pas démontré par les scientifiques, on ne lui accorde pas de crédit. Donc ce sont deux univers qui se sont opposés pendant des siècles. Aujourd'hui, on est vraiment dans un nouveau paradigme, on va dire, parce que ce concept de l'énergie est arrivé d'Orient et commence à envahir l'Occident depuis un certain nombre d'années, et notamment lorsqu'il y a eu ce concept du New Age dans les années 60, et que les médecines complémentaires ont fait leur rentrée dans le monde occidental, toutes ces pratiques sont basées sur le monde de l'énergie. Donc, évidemment, petit à petit, la science a été obligée de commencer à s'y intéresser. Donc, vous voyez, cette énergie, ces vibrations, ces informations, pour les orientaux,
elle est véhiculée dans les méridiens, dans les centres d'énergie, dans le champ d'énergie. Donc elle porte différents noms, ça va être le chi, ça va être le ki, ça va être le prana, ça va être le rouache. Pour les occidentaux, ça va être l'énergie. Alors Florence, fort de toutes ces notions que tu viens de nous partager à l'instant, comment est-ce que cette énergie peut être appliquée à l'humain ou au corps humain? Alors aujourd'hui, nous sommes dans un changement de paradigme, on le voit dans tous les pans de notre vie, mais y compris dans la conception de l'humain. Jusqu'à présent, l'humain était étudié par le biologiste, par le chimiste, par le médecin, avec un œil très matérialiste. Le médecin et le chimiste ou le biologiste vont étudier les organes, les tissus, les cellules, le fonctionnement des cellules. Mais le changement de paradigme auquel nous assistons aujourd'hui, c'est que nous sommes en train de passer de la notion de l'humain biologique à l'humain énergétique. C'est-à-dire que lorsque vous plongez au corps des cellules, mais qu'est-ce qu'on trouve? On trouve un noyau avec des électrons qui tournent autour. C'est un peu comme les planètes qui tournent autour du Soleil. Et entre, qu'est-ce qu'il y a? Pendant des décennies, les scientifiques ont dit il y a du vide. Mais en fait, le vide, ce n'est que de l'énergie. Donc aujourd'hui, ce n'est plus le chimiste et le biologiste qui commencent à s'intéresser à l'humain, mais c'est le physicien. Et le physicien, lui, il ne voit pas des molécules, il ne raisonne pas comme un chimiste. Lui, ce qu'il voit, c'est des atomes, c'est de l'énergie. Donc, vous voyez, lorsque l'être humain commence à être appréhendé par le physicien, on ne voit pas du tout la même chose. Et donc, on passe d'un homme biologique, matière, que l'on peut voir, que l'on peut toucher, à un homme dans sa partie invisible. Et c'est là où ça commence à devenir intéressant parce qu'on appréhende l'humain d'une façon complètement différente. Et nous sommes en train petit à petit de retrouver ce que décrivent les traditions orientales depuis des millénaires. Nous avons un corps qui est invisible, qu'on peut apprendre à percevoir ou à ressentir. Donc c'est vraiment passionnant parce que ce corps humain, il a une partie solide, avec des cellules, des tissus, des organes, qui véhiculent une information de type chimique. On a des neuropeptides, des neurotransmetteurs, des hormones. Nous avons aussi une partie liquide. On a le sang, la lymphe, le liquide cérébrospinal, l'eau du corps, qui nous compose à plus de 70%, qui véhicule un message de type électromagnétique, donc de l'information, mais nous avons aussi des cavités. Nous avons tout le tube digestif, nous avons les poumons qui renferment de l'air, et dans cet air, ce que les scientifiques disent, l'air est aussi un support d'information, ce que les scientifiques appellent les phonons. Et ensuite, nous avons notre constitution au cœur de la matière avec les atomes et les électrons, qui véhiculent une information, on va dire, lumineuse, photonique, ou quantique. Donc vous voyez, on passe de la notion de cet homme biologique dense à un homme de plus en plus subtil, énergétique, vibratoire, mais invisible. Oui. Donc l'être humain, nous avons décrit que sa partie physique aujourd'hui. Nous sommes intéressés à son corps physique, mais nous ne sommes pas qu'un corps physique. Nous avons aussi des émotions, c'est le corps émotionnel. Nous avons aussi un mental, ce sont nos pensées. Et pourtant, vous ne les voyez pas. C'est aussi de l'énergie. Donc, vous voyez, nos émotions, je ne les vois pas. Tout le monde ressent. Lorsque tu ressens de la tristesse, ce jour-là, tu as moins d'énergie, tu es plus apathique, oui. Tu n'arrives pas à démarrer ta journée parce que c'est une énergie qui est lourde, qui se déplace lentement. Le jour où tu es en forme, tu es joyeuse, tu as une bonne nouvelle, tu as de l'énergie à revendre, tu serais prête à déplacer des montagnes. Donc ce corps émotionnel, la médecine commence à peine à s'y intéresser. Depuis très peu, par exemple, on voit apparaître sur le marché des jeux de cartes avec des dessins, pour représenter les émotions, pour commencer à apprendre aux enfants qui arrivent que sont les émotions, comment je les reconnais, quels mots je peux mettre dessus. Donc, tu vois, on commence à appréhender notre corps différemment. Et puis nous avons notre mental. Les pensées, on ne les voit pas. Mais les pensées, c'est de l'énergie. Et je dirais même que c'est l'énergie la plus puissante. Mais on ne nous a jamais appris à les qualifier. On ne nous a jamais appris à les reconnaître. On ne nous a jamais appris à nous en servir. Donc les pensées, malheureusement,
ce que je peux observer dans mon quotidien de tous les gens que je fréquente, on a quand même majoritairement des pensées négatives. Or, nous avons aussi des pensées positives, mais qui ont du mal quand même à se frayer leur chemin parce que nous n'avons pas été éduqués comme ça. Sauf qu'une pensée négative, ce sont comme les émotions négatives, c'est une énergie qui se déplace très lentement. Inversement, des pensées positives, c'est une énergie très rapide et qui va nous transporter. Donc, le corps humain, c'est un tout, physique, émotionnel, mental, énergétique. Et c'est l'ensemble de tous ces corps qui constituent notre corps d'énergie, appelé notre corps vibratoire, appelé notre signature vibratoire. Et chaque être humain est unique, parce que nous avons une constitution physique déjà différente, mais nous ressentons des émotions différentes qui sont en fonction de nos événements de vie et la façon dont nous les vivons et nous les intégrons. Nous avons des pensées tous différentes, et c'est la combinaison de notre corps physique, de notre corps émotionnel, de notre corps mental qui va fabriquer ou représenter ce corps d'énergie. Donc, tous ces corps sont intriqués les uns dans les autres, ils sont indissociables. Donc, ne s'occuper aujourd'hui que de notre corps physique, c'est un bon début, c'est super. Qu'est-ce que je mange ? Qu'est-ce que je bois ? Qu'est-ce que je respire ? Dans quel environnement je vis ? Mais ce n'est pas suffisant. Aujourd'hui, il nous est demandé de passer à une étape supplémentaire, c'est apprendre à maîtriser nos émotions, apprendre à maîtriser notre mental et nos pensées. Et ça, c'est très très important. Sauf que jusqu'à présent, on ne nous a jamais appris à faire ça. Donc vous voyez, l'être humain, nous sommes en train, je dirais même, de le redécouvrir d'une autre façon, d'approfondir la connaissance de cet être humain, parce que tout est énergie. Nos émotions sont de l'énergie, nos pensées sont de l'énergie. Et pour finir, c'est l'ensemble de tous ces corps qui constituent notre corps d'énergie. C'est passionnant. Et cette énergie appliquée à l'humain est-elle étudiée par les scientifiques ? Alors aujourd'hui, depuis un certain nombre d'années, sont apparus sur le marché un certain nombre d'appareils de mesure de l'énergie humaine. Ce qu'on appelle communément les appareils de quantique. Alors le quantique, ce mot, je commence à l'aimer de moins en moins parce qu'il est devenu très, très populaire et on le retrouve un peu à toutes les sauces. Mais à nouveau, ce sont les Russes qui sont très en avance, parce que depuis les années 1950, vous avez un Russe qui s'appelle Kirlian, c'était les époux Kirlian, c'était deux biophysiciens. Lorsqu'ils étaient dans leur laboratoire, un jour, ils ont envoyé une onde électromagnétique sur du vivant, sur une plante, et ils ont pu observer un halo de lumière. Et ils se sont interrogés en disant, mais le vivant émet de la lumière, émet donc de l'énergie, et ils ont développé un appareillage pour pouvoir observer et capturer cette énergie. Donc c'est le fameux effet Kirlian. Et donc ils ont développé un appareil que l'on retrouvait lorsqu'on fait les salons santé nature. Tu sais, tu es assis dans un fauteuil, tu poses tes mains sur deux plaques, et puis en face de toi, tu as un photographe, il prend une photo, et puis il te sort un très beau Polaroid avec tout autour de ton corps physique des couleurs, et puis il décryptait en fonction des couleurs qui étaient là, qui tu étais, comment tu étais au niveau émotionnel et psychologique à ce moment-là. Et ce concept-là a été repris par l'université de Saint-Pétersbourg, et ils ont informatisé, modélisé, et ils ont miniaturisé l'appareillage des époux Kirlian pour arriver par exemple à un petit appareil qu'on appelle la caméra GDV, qui permet de visualiser le champ d'énergie, les centres d'énergie, donc le champ d'énergie communément appelé aura, centre d'énergie communément appelé chakra. Et ils ont développé un appareil qui permet de mettre en évidence tous les mouvements d'énergie dans le corps, y compris dans les méridiens d'acupuncture, y compris dans chacun des organes. Donc vous voyez, on voit apparaître sur le marché des appareils qui permettent de visualiser ce fameux champ d'énergie que nous ne sommes pas capables de voir avec nos yeux. Parce qu'en fait, aujourd'hui,
avec nos yeux, nous voyons le spectre de lumière qui en fait ne représente qu'une toute partie du spectre lumineux. En deçà de ce spectre de lumière, ou au-delà, on va retrouver les rayons X, les infrarouges, ce sont ou les rayons gamma. Donc c'est de l'énergie que nous ne sommes pas capables de voir avec nos yeux, mais que nous utilisons dans notre quotidien. Moi, je suis toujours étonnée. Nous utilisons tous un téléphone portable. Alors je fais le numéro, je t'appelle, il n'y a pas de fil, il n'y a rien, je te parle, mais le numéro c'est Mathilde, ça ne va pas être une autre personne. Et personne ne s'étonne de savoir comment ça marche. Par contre, lorsque je dis que l'être humain, il est composé d'un corps d'énergie, tout le monde dit non, c'est pas possible, c'est pas démontré par la science. Alors je suis toujours surprise. Alors pour revenir à ta question, l'étude de l'énergie humaine commence à être appréhendée. Certains scientifiques, heureusement, commencent à s'intéresser à ces phénomènes, mais malheureusement, ils ne sont pas majoritaires. Comme je disais tout à l'heure, le fondement des médecines complémentaires, ce sont des mouvements d'énergie dans le corps. Donc les scientifiques ont commencé à étudier qu'est-ce qui se passait, par exemple, dans les soins comme le toucher thérapeutique, comme le Reiki, comme la psychologie énergétique, ou la kinésiologie, ou l'hypnose. On voit que apparaître depuis ces dernières années de plus en plus d'études médicales et scientifiques sur le sujet pour essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe. Donc, ça représente une infime partie des recherches scientifiques parce que, bon, tu comprends bien que ce n'est pas très populaire parce que l'énergie, c'est quand même extrêmement puissante et à partir du moment où l'être humain va commencer à comprendre que lorsqu'il maîtrise ses énergies, lorsqu'il comprend qu'il peut maîtriser ses pensées et que lui seul a la capacité à faire ça, nous risquons ou nous allons devenir des êtres de plus en plus... comment je vais dire ça, épanoui et puissant, mais dans le bon sens du terme, oui. Parce qu'à partir du moment où l'on comprend que la pensée est une énergie puissante, elle est créatrice, et que notre pensée a la capacité à influencer notre physiologie. C'est pas rien. Ah oui. C'est pas rien. Ah oui. Donc, les scientifiques, il y a certains scientifiques qui ont étudié l'énergie dans le corps humain. Donc, ils ont étudié en particulier ce que décrivent les traditions, donc cette notion de chakra. Alors, en science, on n'appelle pas chakra parce que ça a une connotation ésotérique et ça ne passe pas dans le monde scientifique. Le scientifique va parler de centres d'énergie. Ces centres d'énergie qui sont localisés tout le long de la colonne vertébrale. Donc, ils ont mis des appareils de mesure au niveau de la localisation de ces centres d'énergie et ils ont pu observer et mesurer la fréquence vibratoire de ces centres. Ensuite, ils ont pu donc visualiser ou mesurer le champ d'énergie appelé dans les traditions aura. Nous, on parlera de champ d'énergie ou de biochamp. Donc, vous voyez, il y a des domaines scientifiques qui commencent à appréhender l'humain dans sa partie, je veux dire, invisible et vibratoire. Donc, nous sommes dans une réelle révolution, non seulement à la conception de l'être humain, mais aussi à l'étude de l'être humain. Et ça va avoir des répercussions importantes à l'avenir sur notre façon de nous soigner et probablement d'interagir. Et oui, on voit bien tout l'impact que tu viens de nous partager là de l'énergie dans l'environnement, dans les échanges. Comment et en quoi l'énergie est-elle utile pour la santé ? L'être humain, je disais, c'est un ensemble avec un corps physique, un corps émotionnel, un corps mental et donc un corps d'énergie. Donc, vous voyez bien que depuis un certain nombre d'années, toutes les méthodes de soins basées sur la chimie sont en train petit à petit de s'éteindre parce que ça va faire des dizaines et des dizaines d'années que nous n'avons pas mis en évidence de nouvelles molécules chimiques pour se soigner. Et nous entrons petit à petit dans ce monde vibratoire avec tous les appareils qui sortent. Ça veut dire que demain, la santé ou les méthodes de soins ne seront plus basées sur la chimie, mais vont être basées plutôt sur la physique. Et donc, petit à petit, on rentre dans l'accompagnement de l'humain avec des fréquences vibratoires. Je te donne un exemple. Des scientifiques ont mesuré les fréquences vibratoires des différents types cellulaires du corps humain. Ça, donc une cellule du poumon vibre à une autre fréquence de la cellule du foie ou de la cellule du rein.
Et ensuite, ils ont mesuré les fréquences vibratoires des cellules des différents tissus, mais dans diverses pathologies. Et ils ont répertorié aujourd'hui plus de 20 000 fréquences vibratoires. Donc, ils sont capables de faire on va dire alors un état des lieux, comme un bilan énergétique de la personne. Et en fonction de dysfonctionnement, eh bien, tu vas recevoir des fréquences vibratoires qui vont être en fait une information. On va demander à la cellule de se réinformer et de vibrer à une nouvelle fréquence pour qu'elle se retrouve son état originel et naturel. Quand on disait tout à l'heure, le corps humain est animé d'énergie. L'énergie, c'est mouvement. Donc l'énergie doit être en mouvement permanent. Quand l'énergie cesse de circuler dans notre corps, elle va s'accumuler à certaines parties et c'est là où le dysfonctionnement physiologique, biologique va arriver et c'est là où l'état de maladie commence à apparaître. Donc tu vois, la maladie, c'est aussi lié au mouvement de l'énergie dans notre corps. D'où l'utilité de l'acupuncture, de pratiquer le yoga, le tai chi, ou de pratiquer la méditation pour commencer à travailler sur nos fréquences cérébrales, donc notre mental. C'est un tout indissociable. Et donc Florence, cette énergie, donc tu nous as parlé des appareils de mesure précédemment, est-il possible de la ressentir? Alors, ça fait partie un peu de notre système d'éducation. Notre corps physique, on pourrait aussi le concevoir comme une antenne, comme l'antenne de Tesla. Je ne sais pas si tu connais un peu Tesla, mais nous sommes en fait des émetteurs et des récepteurs de fréquences vibratoires. Donc cette énergie, elle circule dans notre corps et effectivement nous avons la capacité à la ressentir. Alors en premier lieu avec nos mains, c'est ce que font les magnétiseurs, mais cette capacité n'est pas restreinte aux magnétiseurs. Tout être humain a la capacité de la ressentir. Le tout, c'est de s'entraîner. Donc évidemment, on peut ressentir nos corps d'énergie, on peut ressentir l'énergie qui circule dans nos mains. Le tout, c'est de s'entraîner. Et petit à petit, vous allez voir que la perception, le ressenti que l'on en a s'affine et on peut même l'utiliser pour soi, pour la refaire circuler. Alors, pour pouvoir travailler sa propre énergie, évidemment, les pratiques les plus utiles et qui ont fait leurs preuves depuis des millénaires, ce sont toutes les pratiques qui viennent d'Orient. On va dire la méditation, le yoga, le tai chi chuan, le qigong, nous apprennent à ressentir cette énergie et à la faire circuler dans le corps. Mais tout être humain a ses capacités parce que l'énergie, c'est intrinsèque à l'être humain. Par définition, c'est l'être humain. Tout être humain qui arrive sur Terre est avant tout une énergie qui prend forme dans la matière. Rappelle-toi, l'énergie plus l'information crée la matière. Donc c'est à l'intérieur de nous et tout le monde peut le faire. Bon, il n'y a plus qu'à s'entraîner. Il n'y a plus qu'à s'entraîner. Merci beaucoup Florence pour ce dossier absolument passionnant, de nous avoir permis de nous éveiller encore un peu plus et d'aller encore plus loin sur ce dossier. Donc merci infiniment pour tout ce partage de connaissances et de ton expérience. Et je serai ravie de vous retrouver toutes les deux pour le webinaire de questions-réponses où vous pourrez poser toutes les questions pour compléter ce dossier vu ensemble. Et nous vous retrouvons tout de suite dans les bonus, deux bonus que Florence nous propose. Alors un premier bonus sur une respiration magnétique et un deuxième bonus sur le fait où tu vas nous apprendre à ressentir notre champ magnétique. Voilà, on parlait à l'instant de comment mesurer notre propre énergie. Voilà, tu vas nous proposer ça dans les bonus, donc à tout de suite dans les deux bonus. Merci Mathilde. C'était un plaisir, à très bientôt, on vous retrouve lundi.